L'Amazonie, 8 millions de kilomètres carrés, 200 fois la Suisse. C'est encore aujourd'hui la plus grande forêt primaire de la planète. Cette immensité végétale remplit de multiples fonctions naturelles. Elle absorbe le gaz carbonique de l'atmosphère, elle règle le régime des pluies du continent sud-américain. L'Amazonie stabilise aussi le climat de la région. La tribu des Indiens Kayapo a longtemps refusé le contact avec les étrangers. Elle est partie vivre au bout de la forêt, sur un territoire qui abrite encore d'innombrables sources d'eau pure. Les Kayapo sont aujourd'hui rejoints par la civilisation moderne. Leurs terres ancestrales sont convoitées par un nouveau prédateur. Avant, c'est nous qui étions ici. Il n'y avait personne sur ce fleuve. La route n'était pas ouverte. Maintenant que ça a commencé, beaucoup de gens sont venus de loin. Ça se rapproche de plus en plus. Depuis l'arrivée de l'homme blanc, l'Amazonie a toujours connu deux ennemis, le bûcheron et le colon. Le premier pour le bois, le second à la recherche de nouveaux pâturages pour ses troupeaux. Mais aujourd'hui, la forêt doit faire face à un nouvel envahisseur, plus redoutable encore, qui s'installe pour durer, le soya. L'industrie agroalimentaire est prête à mettre la main sur ce jackpot, et cela à n'importe quel prix. Ces gens sont sans foi ni loi, parce qu'ils ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Le soya est un produit agricole universel. Il sert à nourrir les animaux, on en extrait de l'huile. Il entre également dans la composition de la plupart des aliments industriels. Depuis quelques années, le marché international du soya explose. La demande chinoise en pleine croissance est notamment à l'origine de ce boom. Le Brésil veut devenir leader sur ce marché. Sa production nationale augmente de 10% par an. C'est une volonté politique. Pour le président Lula, le soya permettra de sortir une partie du pays de la misère. L'arrivée de l'agriculture intensive en Amazonie marque surtout un changement définitif des mentalités. Au Brésil, la forêt primaire ne sera plus jamais considérée comme un écosystème homogène, mais au contraire, comme un territoire partagé entre exploitation et conservation. Sur le terrain, chacun peut observer la progression rapide du soya. La culture s'est d'abord développée dans le sud, puis dans le centre du pays, et plus particulièrement dans l'état du Mato Grosso. Demain, les nouveaux conquérants vont partir du fleuve Amazon pour couper la région en deux et rejoindre les terres du sud. Illustration du bouleversement programmé de l'Amazonie. Santarém, sur l'Amazone, une petite ville en pleine mutation. Avec l'arrivée du soya, son port vient de prendre une dimension internationale. La Cargill, géant agroalimentaire mondial, a construit de nouvelles installations sur le fleuve. Jusqu'à présent, la localité était célèbre pour son bois, souvent coupé illégalement. Mais avec l'inauguration du terminal du soya, le développement industriel de la région va commencer. Nous occupons 16% de la zone exploitable, estimée à 500 000 hectares. Ça représente seulement 3,2% de l'ensemble du territoire qui appartient à la municipalité. Nous avons donc un énorme potentiel de croissance. Pour accéder à la terre cultivable, il faudra d'abord couper les arbres qui la recouvrent, c'est-à-dire éliminer définitivement la forêt primaire de cette partie de l'Amazonie, alors que de larges portions de ce territoire sont pourtant officiellement protégées. Vu depuis Brasilia, la capitale, la loi est claire. Chaque chantier de déforestation doit être soumis à une autorisation préalable. L'IBAMA, organisme d'État chargé du contrôle de la forêt, dispose d'un outil, le satellite,
pour vérifier que tout se passe dans les règles. Nous comparons par exemple les images satellites des années 2002 et 2003 et nous identifions les nouvelles zones de déforestation. Ici, nous avons observé un polygone. Il se trouve ici, près de la rivière. Et voici certainement le contrevenant qui a coupé des arbres à côté de la rivière, considérée comme une zone de préservation permanente. Malheureusement, la haute technologie trouve bien vite ses limites. Comme le cadastre n'existe pas au Brésil, il est souvent impossible d'identifier les propriétaires des parcelles. Les terrains sont difficiles d'accès, les agents souvent corrompus. Bref, l'IBAMA assiste, généralement impuissante, à la progression du déboisement. L'Amazonie, c'est encore le Far West. Les villes de colons se développent le long des axes routiers. Ici règne la loi du plus fort. Les fusils et les machettes sortent facilement. Un désordre qui profite aux plus opportunistes. Jadis tournées vers le trafic du bois, ces localités sont aujourd'hui à l'avant-garde du soya. Dans les années 70, le gouvernement brésilien avait lancé les pauvres de ces bidonvilles dans la forêt, avec ce mot d'ordre: travaillez dur, les plus courageux sortiront de la misère. Cette famille est venue tenter sa chance en Amazonie. 30 ans plus tard, elle est obligée de partir. Sa terre vient d'être rachetée par les planteurs de soya. C'était bien de vivre ici. J'élevais beaucoup de poules, mais tout le monde vendait, alors je n'allais pas rester seule. Je ne voulais pas vendre, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Mes enfants me répétaient « Non, non, maman, ici on ne pourra rien faire. La meilleure chose, c'est de quitter la terre. » Les pauvres partis, place aux nouveaux propriétaires. La technologie des colons est largement mécanisée. La culture du soya n'a plus besoin de main-d'œuvre. Pressés de prendre les bonnes places, de nombreuses entreprises affluent en provenance de l'État du Mato Grosso. Les hommes du Sud sont peu nombreux mais dynamiques. Impatients de faire fortune, ils veulent que la région se développe le plus vite possible. Nous avons de l'espoir. C'est pour cela que nous parions, que nous investissons. Si tout va bien, dans 3 ou 4 ans, nous aurons le retour de ces investissements. On pense que si la nationale 163 est goudronnée, ce sera meilleur pour le développement de la région. Cela facilitera l'exportation depuis le Mato Grosso. Le goudron signe à terme l'arrêt de mort de la forêt primaire. L'an dernier, la déforestation a battu un nouveau record, 24 000 km² déboisés, soit la moitié de la Suisse. Aujourd'hui, 16% de l'Amazonie a déjà disparu, l'équivalent de la France et du Portugal réunis. Sous la pression de l'agriculture intensive du soya, l'impact sur la forêt risque d'être désastreux, en particulier sur la qualité du sol. En effet, sans la protection des arbres, la mince couche de terre fertile d'Amazonie va rapidement s'appauvrir. Les nutriments qui sont contenus dans le sol amazonien proviennent du recyclage naturel de la forêt. Les minéraux et les nutriments provenant des végétaux morts pénètrent dans le sol et nourrissent d'autres plantes. Ainsi, si on retire la forêt pour planter du soja, on peut le faire pendant 4 ou 5 ans avec ce type de soja. Après, il faut utiliser des fertilisants. Mais alors, ce n'est plus viable économiquement. La disparition de la forêt menace également le fonctionnement du cycle de l'eau au Brésil, mais aussi dans toute la région. Le fleuve Amazone, ses centaines d'affluents et ses millions de sources représentent environ 20% des réserves d'eau douce de la planète. L'ensemble forme un système climatique parfaitement rodé. La pluie venue de l'Atlantique ne repart pas entièrement dans les fleuves et les rivières. Un tiers alimente sur place les arbres et la végétation. En respirant, la forêt dégage à son tour de l'humidité, formant des nuages poussés par les vents vers les montagnes des Andes. Une Amazonie privée de forêt verrait mourir prématurément ces nuages. Le cycle de l'eau serait d'abord perturbé, puis finalement paralysé. Le début de ce dérèglement commence à produire quelques effets concrets.
En 2003, pendant plusieurs jours, la ville de Sao Paulo n'a plus d'eau potable. À Rio de Janeiro, il ne restait que 15 jours de réserve lorsque la saison des pluies a commencé. C'est un gros problème. L'énergie provient aussi des barrages hydroélectriques. En 2001, il y a également eu une panne d'électricité générale dans presque tout le Brésil. Pas seulement en Amazonie, mais aussi à Sao Paulo, à Rio, dans les principaux centres urbains, parce qu'il n'y avait plus assez d'eau dans les réservoirs des barrages hydroélectriques. Le scénario catastrophe, c'est un déclenchement de la spirale de la sécheresse. Avec tout d'abord des sols dénudés qui provoquent le ruissellement des pluies et moins de rétention d'eau. Ensuite, la forêt des alentours qui s'assèche et devient vulnérable au feu. Puis, des incendies qui détruisent à leur tour la forêt. Avec à terme, le risque de voir une bonne partie de l'Amazonie se transformer en steppe aride. On peut déjà observer ce phénomène dans certaines zones de l'état du Mato Grosso, livrées à l'agriculture intensive mal dirigée. Là-bas, le niveau des précipitations a diminué. Le climat est devenu plus sec et plus chaud. Les autorités du Mato Grosso ont décidé que le soja est plus lucratif que la forêt. On peut donc voir le Mato Grosso comme un précurseur de ce qui peut se passer dans le reste de l'Amazonie si cette activité n'est pas bien planifiée. Gérer le développement de l'Amazonie est désormais une question politique. Dans la capitale, deux camps s'affrontent. D'un côté, le puissant lobby des propriétaires terriens, responsable de 70% du déboisement. De l'autre, les défenseurs de l'environnement, pas forcément extrémistes. Nous sommes pour une exploitation intelligente de la richesse biologique de l'Amazonie. Ça va représenter aussi d'argent et de croissance. Et nous sommes évidemment pour une possibilité de développement économique qui préserve l'environnement. Nous ne sommes pas contre le progrès. L'actuel gouvernement brésilien est confronté à un dilemme. Informé de l'impact sur le climat mondial d'une éventuelle destruction de l'Amazonie, il doit tenir sa promesse faite à la communauté internationale de préserver la forêt, alors qu'à l'intérieur du pays, l'arrêt des grands projets agricoles paraît impossible, l'enjeu économique étant devenu trop important. Ce modèle de développement, justement, basé sur l'exploitation à court terme de la forêt, est aujourd'hui contesté par certains experts. Ces 20 dernières années, la situation du Brésil a empiré. Au lieu de nous développer, nous reculons. Économiquement parlant, le Brésil avait réussi à devenir la 9e puissance mondiale. Aujourd'hui, nous occupons la 15e place. Cela signifie que le modèle d'ouverture de nouvelles frontières, de destruction de la forêt pour émettre du soja ou de l'élevage ne donne aucun résultat. Nous devons redéfinir la vocation de l'Amazonie. En attendant, le soja en Amazonie est un non-sens. Bien loin du bras de fer qui se joue dans la capitale, les Indiens Kayapo préparent la défense de leur dernière frontière. Autrefois, les Indiens chassaient les colons à coups de flèches empoisonnées. Aujourd'hui, leurs demandes sont plutôt constructives. Nous voulons mettre sur pied un projet de contrôle pour pouvoir inspecter le territoire. Nous avons besoin d'un bateau et d'un avion. Nous voulons aussi un soutien financier pour payer ceux qui vont contrôler ce territoire. Pour l'instant, personne n'écoute vraiment les Kayapo, peut-être condamnés à veiller sur les miettes, ces minuscules taches vertes que le développement aura laissées sur la carte de l'Amazonie. Comme ont disparu en Europe, la plupart des grandes forêts originelles, remplacées elles aussi par des terres agricoles. Mais dans le cas de la forêt amazonienne, les conséquences seraient irréparables.